Alors merci à tous parce que vraiment c'est très très encourageant de sentir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur X, sur YouTube et sur Substack évidemment, et vos commentaires, vos remarques, vos emails me touchent. J'ai noté en particulier qu'après une longue période où mes vidéos ne décollait pas en fait, quasiment depuis que Trump a parlé aux États-Unis du premier amendement, eh bien semble-t-il les règles de blocage ou de shadow banning ont changé chez de nombreux acteurs américains et c'est une bonne nouvelle. Euh, voilà, en ce moment vous avez dû tous remarquer et vraiment j'aurais préféré avoir tort à quel point j'avais raison. Tout le monde commence à comprendre, que ce soit aux États-Unis, en Russie c'était déjà le cas, mais ça l'est de plus en plus, et finalement partout dans le monde, que Emmanuel Macron n'est pas du tout un acteur politique comme les autres. Il est quelqu'un qui a réussi à acquérir une influence considérable aux côtés de nombreux chefs d'État, qu'il prend dans les bras, qu'il caresse, qu'il cajole. On sent qu'il a une autorité psychologique ou intellectuelle ou hypnotique sur eux très forte et il les incite à prendre des directions qui ne sont peut-être pas celles qu'ils devraient prendre, et en tout cas moi je pense que ce ne sont pas du tout celles qu'ils devraient prendre dans l'intérêt de leur peuple. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est finalement la capacité des médias de pratiquement tous les pays d'Occident à agir au diapason et dans le sens de cette musique. On a des titres complètement abracadabrants de la presse française, du Parisien, la guerre jusqu'où, sous-entendu, bah ok, on va faire la guerre, mais est-ce que c'est jusqu'au nucléaire ou autre, comme si c'était acquis. Déjà, je ne pense pas qu'il y aura le type de guerre qu'on observe actuellement en Ukraine, c'est-à-dire comme une guerre de tranchées. Parce que cette guerre qui a lieu actuellement en Ukraine, elle est dans le cadre de cette opération spéciale russe. C'est une guerre d'attrition. Les Russes n'ont pas du tout l'intention de conquérir l'Ukraine. S'ils voulaient conquérir l'Ukraine, et déjà, ils n'auraient pas fait de cessez-le-feu très vite à partir de mars 2022, ils auraient continué leur avancée, quitte à bombarder de façon beaucoup plus violente. Ils ont tous les instruments. Évidemment, les pourparlers de paix, j'ai pas besoin de vous rappeler Boutcha, mais j'ai pas besoin de vous rappeler avant Minsk, etc. Donc on est véritablement dans une inversion totale. Mais si les choses se passaient mal, en tout cas pour l'Europe, uniquement euh, en Ukraine. Non, les choses se passent très très mal au Proche-Orient. Elles se passent mal, évidemment, à Gaza, puisque l'aide humanitaire est complètement bloquée. Donc c'est d'une certaine manière le génocide qui reprend, puisque je vous rappelle que dans les descriptions de crimes contre l'humanité et génocide, évidemment, il y a la famine et l'absence de soins organisés de façon délibérée. Et là, c'est le cas, puisque les Palestiniens n'ont aucun autre moyen de recevoir de l'aide que par l'intermédiaire d'Israël, qui d'ailleurs, au passage, touche des taxes somptuaires. Mais les choses sont également totalement effrayantes euh, en Syrie. Et les gens font semblant d'être surpris. Moi, je l'avais dit tout de suite en décembre, quand le régime de Bachar el-Assad s'est effondré, et il y avait une forme de liesse. Mais ce qui est en train de se passer n'est que le début, en fait. Le pouvoir a été donné à des terroristes, à des gens qui sont des égorgeurs, à des gens qui ont véritablement montré des états de service euh, abominables. Et leur chef est trop préoccupé aujourd'hui à porter des costumes sur mesure, des chaussures bien vernies, et évidemment, comment voulez-vous, dans ce cas-là, être écouté par vos hommes? Eux-mêmes se sentent trahis, de toute façon, ils ont envie d'en découdre. Ils ont fait entre guillemets, ce coup d'État pour en découdre. Et c'est ce qui se passe. Il y a des centaines de morts. Il y a des scènes qui sont décrites qui sont abominables.
des personnes sérieuses qui n'ont pas l'habitude de raconter n'importe quoi parlent de corps d'enfants dont le torse a été ouvert et le cœur a été enlevé. On est véritablement avec des personnes qui ont des attitudes sataniques. Et pourquoi s'en priveraient-elles, puisqu'ils sont considérés comme sympathiques par tout l'Occident? Voilà, et ce n'est encore une fois que le début. Personne ne s'intéresse évidemment au sort des chrétiens d'Orient. Il y en avait déjà très peu. Est-ce qu'il en reste? Il y a des communautés chrétiennes, des communautés religieuses. De toute façon, elles ne peuvent plus parler. Elles n'ont plus accès facilement aux médias. Et est-ce qu'elles y ont intérêt? Sinon, il vaut mieux fuir, puisque si vous regardez les images, la sécurité de personne ne peut être garantie. On a des personnes qui se rendent, auxquelles on donne ordre de ramper au sol et d'aboyer. Et une fois qu'ils ont fait ça suffisamment longtemps pour amuser leurs tortionnaires, ils sont tués et mis sur le bas-côté de la route avec interdiction à quiconque de ramasser les cadavres, histoire de ne pas donner envie à d'autres d'essayer de résister. Le message pour les résistants, évidemment, c'est que maintenant, ils doivent combattre jusqu'à la mort, puisque se rendre, c'est une mort encore pire que la mort quelques minutes ou quelques heures avant en combattant. Donc on va avoir une escalade terrible qui amuse évidemment un certain nombre d'acteurs, puisque tout ça se passe à proximité d'Israël, qui est en train de rentrer petit à petit à la fois en Syrie et au Liban. Voilà, moi je regrette évidemment cette situation qui m'attriste complètement. Je regrette évidemment également toutes les difficultés que rencontre le nouveau gouvernement Trump aux États-Unis, et ce qui le met dans une situation complètement folle où il continue à marcher finalement sur une lame, puisqu'il est observé par tous les lobbies hyper puissants. Et on a encore aux États-Unis une justice qui est très forte, qui est très autonome du chef de l'État, et qui prend, semble-t-il, pour l'instant en tout cas, fait et cause contre Donald Trump. Donc les choses ne sont pas si simples, les tensions montent un peu partout, et évidemment en France, eh bien, on peut s'attendre à une augmentation des prix, à une augmentation des impôts, mais également à un État qui va commencer à aller chercher dans les économies des Français. Voilà, je vous souhaite de regarder cette vidéo avec plaisir. C'est une interview pour la radio Sputnik que j'ai donnée en début de semaine, au moment où Trump a fait son allocution devant le Congrès américain, qui est passé en ligne chez eux hier. Également, je vous rappelle donc, contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, ou alors vous pouvez me joindre toujours très facilement sur Substack, où mon nom est Bertrand55. Tout ça est dans la description, et si vous voulez découvrir les miels, eh bien n'hésitez pas, vous me contactez au même numéro. Un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. Donald Trump s'est exprimé devant le Congrès. Il a notamment déclaré avoir reçu une lettre de Zelensky dans laquelle il a affirmé la volonté de l'Ukraine de s'asseoir à la table des négociations, et ce, dès que possible. Comment est-ce que vous évaluez cette lettre, et est-ce que surtout il faut la prendre au sérieux? Alors, moi, je vais répondre en deux parties. Il y a une première partie qui est de rappeler qu'en fait, il y a eu cette méthode traditionnelle vis-à-vis de la Russie, et donc peut-être maintenant vis-à-vis des États-Unis, de faire baisser la garde et de préparer un sale coup, de gagner du temps pour préparer un sale coup, parce que quelque part, en ce moment,
c'est très chose qui se passe vu la vitesse avec laquelle Donald Trump semble vouloir imposer une paix que les Européens, enfin une grande partie des Européens menés par Macron ne veulent pas. C'est la première chose. Donc il faut toujours se méfier des annonces comme ça d'accalmie. On a vu ce qui s'est passé avec Boutcha par exemple, où les Russes étaient en train de signer un accord de paix et en parallèle il y avait des dirigeants européens qui faisaient tout pour le faire capoter. Et finalement, il y a eu l'épisode de Boutcha qui a été un coup de grâce alors que les choses semblaient signées. Donc, l'histoire se répète comme les révolutions de couleur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est au cœur d'un psychodrame incroyable. C'est-à-dire, petit 1, on a Macron, Starmer, puis Zelensky qui vont à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pour rencontrer Donald Trump, qui répète à chacun qu'il a envie de faire la paix et qu'il a envie d'ailleurs de récupérer son argent et que si la paix n'a pas lieu, de plus soutenir de la même manière, que chacun devra se débrouiller avec ses caprices ou sa vision du monde avec des gens qui meurent, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il veut plus voir mourir de personnes. Mais bon, en même temps, c'est quelqu'un qui aime montrer aux Américains qu'il fait gagner de l'argent aux Américains, donc l'idée d'État rare. Mais il avait l'intuition au début, et ça j'insiste beaucoup, il voulait pas mettre en réalité dans la boucle ni les Européens et surtout pas Zelensky, puisque après sa longue conversation avec Vladimir Poutine, 1h30, il était ressorti de cette conversation que Donald Trump a commencé à dire que finalement Zelensky c'était un président illégitime, qu'il y avait plus d'élections, qu'il avait des ratings, donc une popularité très basse, et que tout ça, de toute façon, le rendait peu utile, entre guillemets, à une négociation qui devait se faire entre grands acteurs. Macron, semble-t-il, a réussi, et ça, on a plein d'informations qui le confirment, non seulement à imposer d'être lui-même à Washington, à faire en sorte que Starmer, autre chef de gouvernement d'un État nucléaire, soit également invité, mais surtout que Zelensky soit invité, alors que plusieurs fois, Trump a annulé, puis est revenu sur l'annulation, etc., parce que son intuition lui disait non. Donc tout le monde a vu la crise qui a eu lieu, qui était peut-être beaucoup liée au fait que Zelensky parlait en anglais, à plein de choses, les circonstances, mais à mon avis plutôt fait qu'on était dans une démarche pour gagner du temps et que cette explosion était prévue en fait. Il n'y avait peut-être pas du tout d'intention de signer, mais juste de créer un choc devant les caméras qui allait être exploité, et c'est ce qui s'est passé. Puisque tous les médias européens, tout ce qui se passe en France en ce moment, c'est très va-t-en-guerre. On a quasiment personne qui soutient les discours de paix de Poutine et de Trump. Même quelqu'un comme Villepin dit il faut que l'Europe et la France, tu vois, aient le courage de son destin. Il n'y a que Fillon aujourd'hui, dans un article qui paraît dans un hebdomadaire français, qui dit à peu près l'inverse, mais c'est le seul. Sinon, il y a un unanimisme pour soutenir l'Ukraine dans la guerre, soi-disant pour qu'il y ait une bonne paix pour les Européens. Et il y a plein d'informations qui sortent dans ce sens. Donc je doute que Zelensky, après avoir passé le week-end avec le roi Charles, avec une vingtaine de dirigeants principalement de l'OTAN, et qui avaient l'air tout sourire, sous prétexte que les Américains annoncent qu'ils suspendent toutes les aides, décident subitement de se mettre sincèrement, entre guillemets, dans le sillage de Donald Trump, qui a dit qu'il voulait la paix aux conditions des Russes. Donc moi je suis très sceptique, j'aimerais y croire, mais les 5 dernières années, que ce soit le Covid, l'Ukraine ou Gaza, ont montré qu'on était très régulièrement déçus. En ce qui concerne également le conflit en Ukraine, Donald Trump a évoqué des signaux puissants de la part de la Russie sur la volonté de Moscou de négocier la paix en Ukraine, chose que, évidemment, le président américain, comme on le sait tous, souhaite. Comment le président américain, selon vous, va-t-il parvenir à réunir les différentes parties prenantes à la table des négociations ?
C'est ce qu'il fait toujours, hein. Donc il y a un mélange de bluff. Donc au début, il essaie d'éviter. Donc il fait des phrases un peu vides. Il dit il y aura des conséquences. Quelqu'un qui agirait comme ça ne resterait pas longtemps à la place qu'il occupe, etc. Puis ensuite, il est plus précis. Il dit il y aura l'augmentation de taxes, ou on arrêtera les aides, ou on agira de telle ou telle manière. On sortira de l'OMS, on sortira même de l'ONU. On investira des milliards de cette manière. Mais en général, ça c'est ce qu'il avait déjà fait dans son premier mandat, c'est pour pousser les gens à réagir, à réfléchir à l'existence d'une relation de force ou à se poser des vraies questions sur leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, en tant que pays, est complètement exsangue et les Russes ne ralentissent pas du tout la cadence. C'est-à-dire ils font plus comme à l'époque de Boutcha, ils ne reculent plus pour montrer qu'ils ont véritablement l'intention de faire la paix. Les Russes ont toujours eu l'intention de faire la paix, ils ont dit les conditions, et en face, depuis le début, ils disent on n'accepte pas vos conditions. Donc c'est fou, alors que même maintenant, Trump, son secrétaire d'État, son secrétaire à la Défense disent tous la même chose. Les demandes russes sont les mêmes depuis les années 90, c'est que l'OTAN n'avance pas vers la Russie. Et l'OTAN n'a jamais cessé d'avancer vers la Russie, mais il y avait une ligne rouge qui était l'Ukraine. Les Russes ne veulent pas avoir de missiles potentiellement ennemis aussi près de Moscou, ce qui est normal. Enfin, on avait vu la crise de Cuba. Et donc, on recommence simplement maintenant à entendre des voix puissantes dire ça. Puisque pendant toutes les années Biden, personne aux États-Unis disait ça. Évidemment, personne ne le disait en Europe. Et donc, les citoyens du monde ne connaissaient rien. C'est pas simplement quand Poutine avait été interviewé par Tucker Carlson, il avait fait une leçon d'histoire, il avait essayé de rappeler toutes ces choses-là. Mais bon, c'était uniquement une goutte d'eau dans un océan. Là maintenant, avec toute l'administration Trump, un certain nombre de messages et un certain nombre de pays dans le monde qui commencent aussi à le dire, mais à être plus audibles. Parce que quand le président hongrois ou le président serbe essaie de dire ça, évidemment, seuls, ils ne sont pas audibles. Quand c'est Donald Trump, Elon Musk, Marco Rubio, Vance qui le disent, y compris à Munich à la conférence sur la paix, entre guillemets, ça commence à s'entendre. Donc, on ne voit pas de ligne de fracture, malheureusement, dans les peuples, parce que les médias sont vraiment contrôlés, les médias européens. Mais ceux qui sont, entre guillemets, des journalistes citoyens sur les réseaux sociaux, ils ont plus de possibilités de défendre leur discours en mettant en avant ce que disent Donald Trump et autres. Mais voilà, les sondages, qui sont sans doute truqués, mais donnent l'impression que les peuples européens sont prêts à la guerre contre la Russie, et ça c'est particulièrement inquiétant, puisque Macron met en avant le nucléaire et Starmer aussi. On va passer à un autre sujet, celui du Groenland. Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à les accueillir dans leur giron si son peuple le souhaite et que les États-Unis l'obtiendront d'une manière ou d'une autre. En fait, qu'est-ce que veut dire Donald Trump en utilisant cette expression d'une manière ou d'une autre? Alors, il a dit aussi on fera de vous des gens plus riches que vous ne l'avez jamais rêvé. Enfin, sous-entendu, vous êtes comme tout le monde, vous êtes vénal. Donc aujourd'hui, vous êtes pauvre sur une île qui est abandonnée, qui n'intéresse personne. Vous nous intéressez et on vous fera participer à la richesse. Alors déjà, faut dire que l'administration russe avait tout de suite dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Les Chinois non plus. Parce qu'en fait, ce que veut Trump, c'est d'une part les richesses du Groenland, et d'autre part le contrôle plus strict des routes maritimes. C'est-à-dire si il prend, comme il le dit aussi, le Canada et le Groenland, il empêche d'une certaine manière la possibilité pour la Russie et la Chine et finalement les BRICS de commercer librement. Donc il est dans une autre forme de guerre. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de voir Trump comme quelqu'un qui veut faire la paix. Oui, il veut arrêter de voir des gens mourir dans le cadre d'une guerre,
surtout qu'il a pu observer que l'armée chinoise, l'armée russe était de plus en plus puissante et vraisemblablement assez vite, surtout avec des missiles comme Morichnik et les Chinois qui font des missiles hypersoniques à la chaîne bien plus puissants que les Américains, hein, où on sait que l'appareil militaire est complètement corrompu et l'armée était devenue complètement woke, donc ils ne sont pas véritablement capables de se projeter nulle part. Mais pour revenir au Groenland, alors d'une part, le Danemark et les pays européens ont dit non, on sera prêt à se mettre en face des États-Unis, mais bon, ça c'est une posture. On sait la vitesse à laquelle les Américains peuvent tordre le bras aux Européens, mais je pense qu'en fait, il est capable de faire la politique du fait accompli. C'est-à-dire à un moment, voilà, ils vont arriver là-bas. Il a déjà eu son fils qui allait pour un de ses fils pour dire que leur père était sérieux, donc rencontrer des notables, etc. Il est vraisemblable que les budgets d'USAID pour convaincre les habitants du Groenland de faire un référendum pour rejoindre les États-Unis sont en ce moment en train d'affluer en centaines de millions. Ça doit faire partie des budgets USAID qui n'ont pas été coupés, si je peux dire ça de façon cynique. Donc Trump est toujours en guerre, une guerre au service des États-Unis pour essayer d'affaiblir ou de contrecarrer toutes les autres grandes puissances du monde. Donc c'est ce qui rend son narratif compliqué en fait. Contrairement à Donald Trump et Xi Jinping, qui est au sein des BRICS, essaie de libérer les peuples et de les traiter, que tous les peuples se sentent traités comme des égaux, Trump continue à penser qu'en fait, seuls les États-Unis sont capables d'être des gendarmes du monde. Alors, est-ce que c'est une posture pour, ce que je crois, obtenir la fin de la guerre et obtenir la fin de la guerre au Proche-Orient et trouver des solutions? Et donc, il est obligé toujours d'avoir ce côté très, Amérique à sens unique, ou est-ce que c'est vraiment sa manière d'être? Je pense qu'on va très très vite s'en rendre compte, et c'est de toute façon une équation que devront en permanence avoir en tête les Russes et les Chinois dans toutes les discussions qu'ils auront avec Donald Trump. C'est qu'il est foncièrement pro-américain, mais ce que devraient être tous les chefs d'État. Mais lui, il est à un point extraordinaire. Et c'est ce qui le rend troublant en fait. Je vais terminer par une dernière question, toujours sur la politique de Donald Trump, et cette fois-ci au niveau économique, avec la prochaine augmentation des droits de douane sur les produits importés en provenance d'Inde, de Chine et aussi de l'Union européenne. Et donc, quelle est la stratégie de Trump à travers cette mesure, mais aussi quelles seront les conséquences de cette décision sur les économies des zones concernées? Alors, il avait tout de suite, dès sa prise de pouvoir, annoncé des taxes sur le Canada et le Mexique. Il s'est immédiatement arrêté parce que les pays en question, semble-t-il, ont donné des gages sur les points que Donald Trump souhaitait, qui étaient les migrants et le commerce de la drogue. Il avait des taxes déjà de 10% sur la Chine qui ont été doublées. Les Chinois ont répondu du tac au tac avec des taxes beaucoup plus ciblées, donc beaucoup moins généralisées, et là où ça fait très mal aux Américains, c'est-à-dire sur le secteur agricole qui souffre déjà. Donc en augmentant les taxes sur la viande, tout ça. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'économie américaine? Par exemple, l'industrie du jouet, qui est une très très grosse industrie chinoise, et la Chine a quasiment un monopole des jouets qui sont vendus aux États-Unis. Ça va pas lui poser de véritables problèmes, cette augmentation. C'est plutôt le commerce du jouet aux États-Unis qui va souffrir, parce que ils seront obligés d'augmenter les prix, parce qu'ils vont pas avoir d'alternative, donc les ventes vont baisser, et il n'y a pas de solution de remplacement. C'est-à-dire, aujourd'hui, les États-Unis n'ont aucun embryon d'usine, aucun embryon de business pour remplacer ces choses-là.
Donc là, il y a des annonces, par exemple, de Taïwan d'Apple d'investir pour remettre des grosses usines aux États-Unis, mais c'est pas simple parce que l'industrie qui s'est développée à Taïwan dans les microprocesseurs, les écrans tactiles, etc., c'est pas quelque chose qu'on déplace comme des machines à coudre ou des presses à imprimer. Ce sont des choses très compliquées et qui souvent ne peuvent être déplacées qu'avec des ingénieurs de très haut niveau et évidemment l'accord des lieux où ces machines sont installées, et ça peut pas être refabriqué du jour au lendemain. Donc je pense que tout ça, c'est une posture de Donald Trump qui veut en fait continuer sa chasse au marécage. Il sait que tout ce qu'il annonce ne peut pas avoir lieu à très court terme, mais ça participe en fait d'un engouement à son égard de beaucoup d'Américains qui se disent voilà, enfin quelqu'un qui tient ses promesses, mais qui reste un combattant au nom des États-Unis. Et petit à petit, en fait, il va démasquer les gens qui sont dangereux, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Israël ou ailleurs, dangereux pour la paix et la stabilité du monde. Et puis ensuite, peut-être qu'il rentrera dans un débat beaucoup plus raisonnable avec les BRICS et avec finalement tous les pays du monde. Moi, c'est ce que j'espère, c'est ce que je crois de Trump. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? On va vite le savoir. Mais pour la politique de taxes, ça a toujours un effet de boomerang. C'est comme les sanctions de l'Europe et des États-Unis contre la Russie. En réalité, la Russie a souffert, continue à souffrir, mais elle se renforce comme jamais. Donc c'est long, c'est une phase qui est compliquée pour les Russes, mais leur industrie est vraiment florissante. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes Russes de créer des business pour remplacer les boîtes étrangères qui sont parties, et ils s'en privent pas. Et aujourd'hui, dans la perspective d'accalmie avec la Russie liée à la politique affichée par Trump, il y a énormément de groupes qui veulent revenir. Et là, les Russes pourront imposer peut-être des conditions un peu différentes à leur retour. Et toujours pareil, dans l'intérêt des Russes, mais dans l'intérêt d'éviter de revivre ce qui s'est passé en 2022, où les boîtes sont parties du jour au lendemain, parfois réussissant à entraîner avec elles une grande partie de leurs salariés et tous les logiciels. Donc ça, je pense que la Russie a retenu la leçon et elle est beaucoup, beaucoup plus forte aujourd'hui. Et juste un point, c'était au sujet de l'argent qui a été gelé. On voit qu'aujourd'hui, il est au cœur de tous les enjeux parce que clairement, l'Europe a besoin de cet argent pour acheter des armes aux Américains à donner aux Ukrainiens. Et il risque de casser, entre guillemets, la dernière barrière qui restait, c'est-à-dire le vol pur et simple. Et ça, c'est quelque chose qui est à craindre, puisque à la fois Starmer l'a dit à Zelensky, en France, partout, on sait qu'il y a ce travail depuis des mois pour trouver des solutions légales pour voler. Donc c'est légaliser le vol. Donc c'est très grave. Et on sait aussi que, vraisemblablement, mais ça a été affiché en tout cas par Londres, il y a des contrats à très long terme, également des Européens, pour piquer les terres rares ukrainiennes. Donc l'Ukraine aura été un proxy dans la guerre de l'Occident contre la Russie, aura perdu des centaines de milliers, voire des millions de vies, et entre ceux qui sont morts et ceux qui ont quitté définitivement l'Ukraine. Donc voilà, grâce à Zelensky, l'Ukraine n'est plus un pays, puisqu'ils ne contrôlent plus leurs ressources, ils n'ont plus de ressources humaines. Enfin, tout ça, c'est une catastrophe, mais personne ne le dit. Donc les gens dans les médias, en tout cas en France, n'entendent pas ce discours. Et c'est épouvantable. C'était à l'instant sur Spoutnik Afrique Bertrand Scholler, analyste français. Il a commenté les déclarations clés faites par le président américain Donald Trump devant le Congrès.
swells well, the people shouts responding well. O'er the land and land news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll. When freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy. The bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack.